Bonjour. Alors, pourquoi I carré égale moins 1? Donc, quand on veut chercher sur Internet les explications, il n'y en a pas vraiment. J'ai cherché, je n'ai pas vraiment trouvé. C'est souvent donné comme ça, imposé. On dit que c'est le point de départ. Or, il me semble qu'il y a quand même un moyen, en tout cas géométrique, de montrer que c'est assez, euh, c'est assez naturel en fait d'arriver à ce résultat incroyable si on parle de nombres qui s'inscrit géométriquement dans un plan à deux dimensions. Donc voilà, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo et donc on va essayer de voir ça ensemble. Allez, on y va. Donc, par une première partie sur les formules classiques à redémontrer, enfin on va les redémontrer au cas où vous ne saurez pas d'où ça sort non plus. Donc cosinus alpha plus bêta, c'est égal à cosinus alpha fois cos bêta moins sinus alpha sinus bêta, c'est-à-dire la soustraction des produits des cosinus avec le produit des sinus. Et pour la partie sinus alpha plus bêta, c'est égal, elle, à l'addition des sinus cosinus croisés, donc sinus alpha cosinus bêta et l'addition, enfin, et plus cosinus alpha sinus bêta. Et une fois qu'on a démontré ça, il y en a pour 3 minutes, on pourra attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire pourquoi on arrive à I carré égale moins 1 de façon c'est logique, et puis on finira par des petits exemples concrets. Ça vous dit? Alors, on y va. Donc, comme je l'ai dit, donc première partie, démonstration des formules de trigonométrie classiques, cosinus alpha plus bêta, sinus alpha plus bêta. On en aura besoin pour la suite. Donc, ça commence par le vecteur OA, donc un point quelconque, qui est placé sur le cercle trigonométrique, par contre. Un cercle métrique, donc c'est-à-dire un cercle de rayon 1. Donc la position d'un point quelconque sur ce cercle ne dépendra que de l'angle alpha. Donc on a l'angle alpha, on peut tout avoir, puisque on aura par définition l'abscisse qui vaut cosinus alpha et l'ordonnée qui vaut sinus alpha. Donc ça, c'est la première définition à savoir. On a besoin d'un deuxième point. Donc ce point, je vais l'appeler B. Il sera avec un angle bêta, mais en partant de OA. Donc au final, sur la base originelle, on a cosinus alpha plus bêta. Vous voyez, alpha plus bêta, c'est l'angle total. On a cosinus alpha plus bêta pour son abscisse et sinus alpha plus bêta, qui est là, voilà, pour l'ordonnée. On garde ces deux coordonnées de vecteurs, enfin ces deux vecteurs en mémoire, et on va exprimer le vecteur OB, mais dans un autre repère, c'est-à-dire le repère qui paraît peut-être plus adéquat à l'angle bêta, le repère OA et un vecteur V qui est perpendiculaire à OA, qui est toujours unitaire, vous voyez, ça s'arrête au cercle trigo. Et donc, dans ces coordonnées-là, le vecteur OB, qui est le même que tout à l'heure, bien sûr, va s'exprimer en cosinus bêta, vous voyez, cosinus bêta ici, de OA, plus sinus bêta de V. Logique, d'accord? Et il suffit maintenant d'exprimer le vecteur, parce que le vecteur OA, on l'a ici, d'exprimer le vecteur V. Alors, que vaut le vecteur V? C'est un peu deviné, mais voilà, en gros, c'est peut-être le petit point, on va dire, délicat de cette démonstration, si on veut. Enfin, c'est ce que je vois, en tout cas par expérience, mais c'est très simple. C'est-à-dire que vous avez ici l'angle alpha, et vous le retrouvez ici, puisque vous avez une rotation de 90 degrés pour aller de OA à V. Donc le vecteur V, c'est moins sinus alpha, puisque vous voyez, on est passé de l'autre côté en abscisse, et donc ce qui était en ordonnée devient en abscisse, ici, d'accord? C'est logique, puisqu'on a fait une rotation de 90 degrés, pi sur 2. Donc on a moins sinus alpha en abscisse, et
en ordonnée, on a cosinus alpha, hein, la hauteur ici, c'est le côté adjacent de l'angle alpha, donc cosinus alpha. Donc on est d'accord, le vecteur V s'exprime en moins sinus alpha, cosinus alpha. Et sachant cela, sachant ce qu'il y avait écrit avant, on peut dire que OB donc sera égal à cosinus bêta OA. OA, c'est cosinus alpha, sinus alpha, que je mets ici. Sinus bêta, il est là. Et le vecteur V, c'est moins sinus alpha, cosinus alpha, que je mets à la place de V ici pour avoir les coordonnées de base. Alors, j'ai ma vidéo qui gêne un peu, mais voilà, vous avez... Je rappelle aussi, vous avez tout sur le PDF qui est joint à la vidéo hein, sur le site. Et donc ici, c'est cosinus alpha, bien sûr, celui qui est là. D'accord? Donc vous voyez, OB s'exprime ici de cette manière-là et s'exprime aussi avec la première façon qu'on avait écrite au tout début. Du coup, on mélange les deux. Là, vous avez OB de deux écritures différentes, donc c'est la même chose, puisque là, c'est la même base. Et donc, forcément, la première coordonnée cosinus bêta fois cosinus alpha, que je mets dans le bon ordre ici, donc c'est la ligne violette, hein, plus sinus bêta, enfin plus sinus bêta, mais comme il y a un moins, ça fait moins sinus alpha sinus bêta, va être égal à la première coordonnée cosinus alpha plus bêta. Donc on a notre première démonstration. Pour la deuxième démonstration, il suffit de prendre les ordonnées. Cosinus bêta est là. Sinus bêta, cosinus alpha est ici. C'est en rouge et ça donne sinus alpha plus bêta. Voilà. Aucun souci, il suffit d'écrire les vecteurs un peu de manière différente. Donc on a nos deux formules de cours à savoir et qu'on va utiliser, hein, que je reprends ici en mémoire, qu'on va utiliser pour cette démonstration de i carré égale moins 1. Donc, pour trouver que ce carré négatif, on va utiliser des nombres qu'on appelle complexes. C'est des nombres en fait qui ont deux dimensions, puisque vous avez les nombres réels qu'on peut placer sur l'axe des abscisses, par exemple, hein, donc en fonction de la valeur. Là, c'est un A qui est positif. Et donc là, pas de souci, mais ça reste sur une seule dimension. D'accord ? Donc l'idée a été de prendre des vecteurs, en fait, et de plus appeler vecteurs, mais appeler des nombres à deux dimensions. Donc on a une coordonnée en partie réelle et on rajoute une coordonnée verticale cette fois-ci, hein, de la même manière que les vecteurs. Donc on a toujours A, et puis là on est passé à B, qui est donc en verticale, et on est quand même obligé de différencier. Donc de la même manière qu'on avait un vecteur qu'il fallait un vecteur OA qui est égal à AB, qui est donc égal à A fois le vecteur unitaire horizontal K plus B fois le vecteur unitaire vertical L, qu'on peut déjà appeler I vecteur, hein, je crois que c'est plutôt un I en fait, hein, c'est KL, mais on pourrait dire que c'est I là. Bref, donc là, rien de nouveau par rapport au vecteur tel qu'on le connaît depuis la troisième. Et petite différence, c'est que ici, on ne va plus appeler de vecteur, on va dire voilà, le A c'est la partie réelle, c'est le coefficient réel, et puis le B ça va être la partie qui n'est pas réelle, et donc qui n'est pas réelle, c'est du coup imaginaire. Donc c'est pas imaginaire n'importe quoi, c'est le contraire de réel, c'est tout ce que ça veut dire. Et vous allez voir, ça apporte plein de simplifications. Donc le vecteur A, pour le simplifier, on appelle ça un nombre complexe. Je précise tout de suite que complexe, ça porte très mal son nom. C'est un adjectif qui est vraiment mal
mal utilisé. Je ne sais pas si c'est pour rendre la chose plus importante qu'elle ne l'est, ou faire peur aux élèves. C'est souvent le cas, hein. On a le terme de Thalès, par exemple, qui est ni plus ni moins que de la proportionnalité toute bête, et on en fait un truc super compliqué avec théorème et tout. Alors j'imagine que c'est pour ça soit peut-être plus gratifiant, mais je vous dis vraiment, les complexes, ça porte très mal son nom, c'est juste super pour simplifier un tas de calculs. Donc, on y va, le complexe Z, donc par exemple, on va le définir comme A plus B, mais B c'est la partie imaginaire, et donc on lui colle non pas un vecteur, mais un coefficient I, qu'on ne sait pas encore ce que c'est, mais on est bien obligé de différencier avec A, qui lui sera la partie horizontale, et la partie B, et qui, elle, ici, vous voyez, qui est la verticale, et donc qui représente les imaginaires, et donc on doit lui donner une unité, d'accord, hein, comme si on avait ici des dollars, et puis ici des euros, donc on est bien de différencier les deux, et donc là, c'est I. On va regarder dans un premier temps ce qu'on obtient avec une addition de deux complexes définie de la façon précédente, sachant qu'il n'y aura vraiment aucun souci, mais bon, c'est pour commencer. Donc je prends deux noms complexes, Z égale A plus IB et WC plus ID. Je les additionne. Enfin, pour l'instant, je les représente pour que vous y voyez plus clair, hein. Donc j'ai Z ici, A plus IB comme tout à l'heure, et j'ai W qui est représenté par le point grand B, et qui va avoir C en abscisse, que j'ai mis en haut pour que ça soit plus clair, et puis D en ordonnée, DI, d'accord, ou ID, c'est pareil. Et donc quand je les additionne, on voit que je les mets côte à côte avec des parenthèses qui servent à rien, que je peux enlever, et donc je mets les parties réelles avec ensemble, enfin, parties réelles ensemble, pardon. Donc on a A plus C, donc celui-ci vont s'additionner, et puis B et D, bah, c'est de l'unité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, 0, là, ça va s'additionner tout bêtement, et donc on a un nouveau nombre complexe, hein, qui est la somme des deux, et qui va être ni plus ni moins que l'addition des ordonnées et l'addition des abscisses, comme tout vecteur, sans aucune difficulté. Donc on a le complexe T qui vaut donc cette grande flèche-là, et qui est donc A plus C et B plus D à la verticale. Ok, aucun souci. C'est juste pour dire que l'addition, il n'y a pas de problème. Et ce qui va être intéressant, par contre, c'est la multiplication. Ça, c'est vraiment top. On y va. Donc, on a pareil, les deux nombres complexes. Avant de faire la multiplication quelconque, on va s'intéresser à des nombres complexes où exprès ils sont positionnés sur le cercle trigonométrique. On verra après que pour des longueurs qui sont différentes de 1, il n'y a aucun souci, mais on va commencer par juste des longueurs de 1, c'est-à-dire que bah, il faut que A au carré plus B au carré ça égale à 1, hein, donc par Pythagore, et donc à ce moment-là, bah, chaque complexe est défini par un angle. Donc là, c'est ce que j'ai représenté ici. Vous avez pour A l'angle alpha, et donc cosinus alpha plus I sinus alpha, d'accord. Et pour B, bah, c'est l'angle bêta, okay, en partant de l'axe horizontal, et là on a cosinus bêta et sinus bêta. Donc exactement pareil, mais avec du bêta. On voit que bah, il suffit juste d'avoir un angle pour chacun pour les définir. Et puis je spoil un peu la fin, mais voilà, si le A n'est pas sur le cercle trigonométrique, il suffira de multiplier par la longueur qui va bien pour se positionner où on veut, hein, d'accord. Mais restons sur le cercle trigonométrique, et puis multiplions ces deux vecteurs et regardons ce qui se passe. Alors on les prend, on les multiplie, on développe. Donc j'ai cosinus alpha, cosinus bêta, et j'ai cette partie I carré sinus alpha, sinus bêta. On verra ce qu'on en fera tout à l'heure, mais pour l'instant on va s'intéresser que aux termes qui sont en imaginaire pur, c'est-à-dire sinus alpha cosinus bêta, donc celui-ci avec celui-ci,
et puis celui-ci avec celui-ci, c'est-à-dire cosinus alpha, sinus bêta. On est d'accord, vous le développez, vous avez ça. Et qu'est-ce que vous obtenez? Bah, si vous regardez bien, vous avez la même chose, exactement pareil que pour sinus alpha plus bêta. Donc, on le voit, on a un gros truc un peu compliqué, comme c'est juste sinus alpha plus bêta, on peut le remplacer directement. On a sinus alpha plus bêta ici. Et en plus, ça tombe bien, c'est la partie imaginaire, c'est-à-dire le coefficient du i. Et c'est exactement sinus alpha plus bêta. C'est-à-dire que là, si on regarde que la partie imaginaire, on a l'addition des angles. On multiplie deux nombres complexes ensemble et les angles s'additionnent au niveau du sinus. Donc c'est quand même formidable. Et il suffirait que pour la partie réelle, donc ça c'est une première partie réelle, là c'est un i carré, donc c'est un peu différent, mais il suffirait que ces deux-là, ça soit aussi cosinus alpha plus bêta. Alors là, ça serait le pompon, parce qu'on aurait juste l'addition des deux angles. Et bien regardez, vous avez cosinus alpha plus bêta, c'est cosinus alpha fois cosinus bêta, c'est exactement ce terme-là. Ici, on laisse le moins de côté, mais vous avez sinus alpha, sinus bêta, et donc on a sinus alpha, sinus bêta, exactement, voilà. Là, il y a ni une ni deux. Je les représente là, je précise bien ce qui reste, et on voit que par rapport à la formule du début, de cosinus alpha plus bêta, que je remets ici intégralement, c'est exactement pareil, sauf que pour i carré, il faudrait que i carré soit égal à, je vous laisse deviner, vous avez eu un petit cadeau, qu'est-ce que ça peut être? Il n'y a pas trop le choix, il faut que i carré soit égal à moins 1. Si i carré égale à moins 1, on a exactement cosinus alpha plus bêta. Donc, comme on n'a rien dit sur l'unité i, on a parlé de rho tout à l'heure, mais c'était pour rigoler, vous avez i, on impose comme contrainte que i carré, chaque fois qu'on a i carré, ça soit égal à moins 1. C'est tout. Voilà, c'est une unité un peu spéciale, mais voilà, on va décréter que i carré égale moins 1. Et à ce moment-là, tout ce qu'on a dit avant est toujours valable, et en plus, on peut dire que la partie réelle, ça sera cosinus alpha cosinus bêta moins sinus alpha sinus bêta, c'est-à-dire exactement cosinus alpha plus bêta. Et comme on avait sinus alpha plus bêta pour les parties imaginaires, et vous avez la multiplication de deux complexes de module 1, donc un alpha et l'autre bêta, va être l'addition des angles. Une multiplication qui donne l'addition des angles. Et ça donne le nouveau point, donc le nouveau complexe qui est le produit des deux, z fois w égale à t, et t, c'est, d'accord, z fois w va être égal donc au nombre t complexe qui est représenté par le point c, et ce point c, je le trouve facilement en faisant alpha plus bêta. Donc c'est un résultat qui est vraiment simple, hein. J'ai une multiplication et ça devient une addition, donc qu'on vient de pas me dire que c'est complexe. C'est pour une petite blague, mais voilà, vous avez vraiment un truc plus simple qu'une multiplication, hein, quelque part. Et donc, voilà, c'est l'angle du produit, c'est juste l'addition des deux angles précédents. Paf. Ce qui nous amène à une écriture exponentielle. On a eu deux écritures pour l'instant. On a eu A plus IB, et on a eu les cosinus et les sinus, qu'on multipliera par R, mais c'est ce qu'on appelle l'écriture trigonométrique. Et comme on voit qu'on additionne les angles quand on multiplie, ça nous fait tout de suite penser aux puissances, puisqu'effectivement, quand je multiplie des puissances identiques, j'ai l'addition des exposants. Et quoi de plus simple, donc là je rappelle l'écriture trigonométrique, donc c'est avec les cosinus et les sinus. On a bien ce qu'on vient de trouver, grâce à i carré égale moins 1, on a le produit qui vaut l'addition des angles. Et ça nous rappelle la forme exponentielle. Et on voit que si, au lieu d'écrire cosinus alpha plus sinus alpha, parce que bon, c'est un peu long, et puis en maths, on est un petit peu, pas feignant, mais on essaye de faire des écritures les plus simples possibles pour limiter les erreurs, il suffit de noter ça EI alpha. Voilà.
Donc, au lieu de prendre n'importe quelle puissance, on prend l'expuissance E, puisque ça permet d'avoir sa propre dérivée, hein, d'accord? On a beaucoup plus de choses simples par la suite au niveau des calculs. Donc, on prend la valeur E, mais c'est juste une écriture. On se sert juste du fait que l'angle est mis en exposant. Et donc, pareil pour bêta. Et quand je multiplie, bah, là, il n'y a rien à savoir. C'est forcément la somme des angles. Et on voit que ça fonctionne. L'écriture est viable et tout à fait compréhensible. Compréhensible peut-être aussi la même chose. Enfin, je suis plutôt prof de maths que français. Et donc, ça nous donne notre troisième complexe, T. Ça, c'est pour le module qui vaut 1. C'est-à-dire pour tous les nombres complexes qui sont sur cercle trigonométrique. Et là, comme celui-ci, par exemple, hein, vous avez sur cercle trigonométrique en rayon 1 et vous êtes là. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe si c'est n'importe quel nombre, hein, puisque la plupart des nombres ne sont pas sur cercle trigonométrique, il n'y a aucun souci. Vous multipliez par R, qui va être donc la longueur OA, et vous multipliez tout par R, puisque c'est un peu comme Thalès, j'avais dit tout à l'heure, la proportionnalité. Hein, donc le cosinus alpha va être multiplié par R, donc R cosinus alpha, qui va être égal à A. Hein, c'est pas une égalité barrée, hein, c'est égal à A. Et tandis que le B, lui, va être égal à R sinus alpha. Ça valait sinus alpha, maintenant c'est multiplié par R, c'est proportionnel, ça vaut R sinus alpha. Donc on peut avoir n'importe quel point du plan en prenant notre écriture trigonométrique ou exponentielle et en multipliant par R. Donc, je rappelle les trois écritures. Vous avez point de départ A plus IB, donc là on le voit ici, A plus IB. Ça peut être écrit comme R cosinus alpha, I sinus alpha. Donc le truc en noir multiplié par R qui donne le triangle en bleu. Et puis au final, comme ça c'est l'écriture exponentielle, ici, on a bien le même R, et puis on a la troisième écriture exponentielle qui est vraiment beaucoup plus simpliste et qui permet de faire plein de choses. Hein. C'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, on peut tout retrouver, y compris notre formule de départ là, sur les cosinus alpha plus bêta, sinus alpha plus bêta. Et je rappelle ici que le R, on le trouve facilement, hein, si vous êtes parti de là, c'est Pythagore, c'est-à-dire l'hypoténuse du grand rectangle, donc racine carrée de A carré plus B carré. Ce R, on l'appelle aussi module de Z, d'accord? Parce qu'on ne va pas rajouter à chaque fois des inconnus pour rien, et c'est donc la définition du module d'un complexe. Ça va? Donc, une fois qu'on sait tout ça, on peut multiplier. C'est juste pour le fun. Vous avez n'importe quel complexe. Vous l'exprimez, donc le Z, c'est RZ cosinus alpha plus I sinus alpha. Donc on a bien deux coordonnées. C'est ce qu'on appelle les coordonnées polaires aussi. On n'a plus A et B, mais alpha et R. On a toujours bien deux coordonnées. Pareil pour W, RW et son bêta associé. Et quand je les multiplie, vous voyez bien que le produit étant commutatif, je peux faire RZ fois RW en premier, et puis après je me retrouve avec la même multiplication qu'avant, donc je ne refais pas la démonstration, c'est la même chose, on l'a ici, donc on peut additionner les angles. Donc au final, une multiplication de n'importe quel complexe, c'est juste la multiplication des modules, comme en réel, et l'addition des arguments, les arguments étant un autre nom des angles. D'accord? On parle d'arguments de complexes, c'est alpha et bêta, et on les additionne pour obtenir le produit, le nouveau nombre complexe. En sachant que I carré, à ce moment-là, est imposé quand on a I carré. On doit dire que c'est moins 1. Et à ce moment-là, on a cette simplification énorme. Donc, je fais un petit rappel avec... une petite écriture pour bien vous habituer avec l'écriture exponentielle. Donc pareil que ici, mais avec l'écriture exponentielle. Okay, on a RW, là, EI bêta, qui est donc ce truc-là. Et quand on multiplie, on a exactement la même chose. Ce que j'avais fait avant, c'est juste pour le refaire une deuxième fois.
Et puis, bien sûr, tout ça, c'est identique, c'est aussi égal à l'écriture en affixe. Donc, si j'avais laissé A plus IB, C plus ID, bah, évidemment, quand j'écris, je développe, j'ai un truc, voilà, on voit pas très bien que les ongles soient additionnés, mais c'est le cas. Et on aura AC moins BD. Le moins vient de I carré, hein, plus la partie imaginaire qui est bah, le produit croisé, hein. On a A fois D, voilà, vous voyez, et puis B fois C, hein, c'est croisé. Et donc, c'est un peu la même chose, mais vous avez directement les coordonnées bah, en classique, en vecteur, et on s'aperçoit, enfin, on verra que ça donne bien le produit des modules et l'addition des angles. Donc, quand vous avez des multiplications à faire, il vaut mieux avoir l'écriture exponentielle. Pareil que Trigo, mais c'est juste un peu plus long en Trigo, mais le plus simple, c'est l'écriture exponentielle pour la multiplication. On y va? Donc on va faire un petit exemple. On prend un complexe A qui vaut 5 plus 3i et un complexe B qui vaut 2 plus 6i, et on va les multiplier par la suite et voir ce que ça donne concrètement sur GeoGebra. Donc vous avez ici A qui est placé en 5 et 3, et puis B qui est passé en 2 et 6, classique, d'accord? Et puis maintenant, on va faire la multiplication. Donc on a C égale, donc le nouveau complexe, hein, qui est le produit donc, de A fois B, donc 5 plus 3i fois 2 plus 6i. On développe, 5 fois 2, 10, 3i fois 2, 6i, 5 fois 6i, 30i, et puis 3i fois 6i, 18i au carré, d'accord? On sait que i carré, on a choisi que c'était égal à moins 1, donc on remplace. Donc il n'y a plus de i carré, il y a moins à la place, et donc on a 10 moins 18 moins 8, et 6i plus 30i, 36i. Donc notre produit, donc petit c, va être placé en moins 8 en abscisse et 36 en ordonnée. Alors avant de le placer, on va estimer que si ce qu'on a écrit avant fonctionne, on devrait donc avoir un angle pour C qui va être égal à la somme de alpha plus bêta. Hein. On a 30 degrés à peu près, et puis 70 degrés, donc on aura un angle qui dépasse 100 degrés. Et puis au niveau des modules, ce machin devra avoir un module qui correspond au produit des deux, là, c'est-à-dire 5,8 fois 6,3. Donc on va voir si en plaçant ce point C, ça correspond bien à nos attentes. Donc ça y est, on place. Donc j'avais moins 8 en abscisse, c'est ici. 36, hop, je monte tout en haut, clac. J'ai mon point C. Sachant que A et B qui étaient du 5, du 6, c'est tout en bas, hein, d'accord? Donc c'est bien les mêmes, mais question d'échelle, on a dû les mettre, les faire tout petits. Et voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à vérifier ce qu'on venait de dire, c'est-à-dire est-ce que, déjà les modules, ça a l'air correct, hein. On a 36, hein, ce qui correspond bien à une multiplication de 5, enfin à peu près 6 là, et fois 6. Donc on regarde. Donc effectivement, hein, on voit que on a 5,831 fois 6, 325, qui étaient les valeurs de départ ici, qui vaut 36,880. Ah, 881, mais là, c'est bon, c'est bien, mais c'est 878, vous allez me dire. Pas de problème, en fait, c'est une petite approximation de GeoGebra, donc une petite erreur de 3 millièmes, donc déjà, c'est pas grand-chose. Mais surtout, j'ai mis le calcul exact sur le PDF, un calcul exact qui est vraiment intéressant parce qu'il fait vraiment pas appel aux valeurs, justement. Donc il reprend 5, 3 et 2 et 6 comme si c'était des lettres, et on retrouve exactement pareil. Donc je vous
je vous invite à regarder, ça sera peut-être une raison supplémentaire d'avoir le PDF, parce que voilà, c'est une vraie démonstration, il n'y a aucun souci, c'est juste GeoGebra qui fait une approximation, mais sinon le calcul est rigoureux et on a exactement le produit des modules. Maintenant, est-ce que les angles sont corrects? On va regarder. Donc on avait 30 964 pour alpha et on avait 71,565 degrés pour bêta. Quand on les additionne, on a 102 529 degrés. Oh, miracle, GeoGebra nous dit que l'angle du nombre complexe, enfin du vecteur OC qui a coordonné moins 8,36, d'accord, est rigoureusement égal à 102,529 au millième près. Donc c'est un résultat qui est quand même assez probant et qui démontre bien que dans une multiplication des complexes, bah, les angles sont additionnés. On a l'addition des arguments, la somme des arguments, alors que les modules, bon, comme pour les réels, les modules, eux, sont multipliés, ce qui était classique. On va faire un deuxième qui est vraiment intéressant. On arrive vraiment sur ce qui fait la puissance des complexes, c'est-à-dire qu'on a des carrés qui sont négatifs. On a le premier, donc i carré qui vaut moins 1, mais on peut se dire, bon, c'est fait exprès, donc c'est un peu de la triche, mais non, vous avez maintenant n'importe quel carré qui peut donner un nombre négatif. Donc par exemple, si vous avez un nombre complexe qui vaut 3i, donc z, comme il est situé à 90 degrés de l'axe des abscisses, bah, si on le met au carré, donc je rappelle, on multiplie le module par lui-même, donc ça fait 3 au carré. Donc ça fait 9, ok. Mais surtout, les angles, eux, ne sont pas multipliés, ils vont être additionnés. Comme c'est le même angle, bah, c'est 2 fois le même, 90 plus 90. Donc l'angle est doublé. On a bien 3 carrés qui vaut 9. Là, le module va être égal à 9. Et comme j'étais à 90, avant de savoir ce que ça vaut, bah, c'est quand même 2 fois une perpendiculaire. Donc je me retrouve de l'autre côté de l'axe des abscisses, donc dans les négatifs, puisque on a 180 degrés. Et qui correspond à 2 fois 90. Et donc le z carré va se trouver ici, à 9 de longueur de 0, mais dans la partie négative, donc moins 9. Donc voilà comment un carré peut être négatif, et c'est la solution de x carré plus 9 égale 0, par exemple. Qui était impossible en réel, pour cause, puisque c'est un nombre qui est en dehors de l'axe des réels, puisqu'il se situe à l'extérieur. Voilà, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a rajouté une dimension supplémentaire, on est au-dessus de l'axe des réels, on est en dehors, et ça nous permet de faire une transition dans un espace supplémentaire qui était inaccessible avant dans cet axe-là. Et maintenant, clac, du fait qu'on est en 2 dimensions, on a un carré qui peut être négatif, c'est-à-dire 3i, le tout au carré, ça fait 9i au carré, ça fait moins 9. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça a été clair, sinon n'hésitez pas à lire le PDF, et puis je vous dis à bientôt.